Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Des pages contre l'oubli. Rencontre avec les écrivaines Carmen Castillo et Marion Guénard, animée par Élodie Caraki et enregistrée en public en mai 2022 au Mucem à Marseille, lors de la 6e édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là nombreux pour cette rencontre qui réunit Carmen Castillo et Marion Guénard. Bienvenue à toutes les deux. C'est un plaisir vraiment de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci également au Mucem de nous accueillir. Je vous présente en quelques mots. Carmen Castillo, vous êtes autrice et cinéaste. Vous êtes née à Santiago, au Chili, en 1945. Vous avez d'abord été professeur d'histoire à l'université, tout en militant pour le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, tout en travaillant aussi auprès du président Allende à la Moneda. Un an après le coup d'État fomenté par Pinochet le 11 septembre 1973 et plus précisément le 5 octobre 1974, votre compagnon, leader du MIR, Miguel Enriquez, est abattu par des militaires dans votre maison de Santiago, rue Santa Fe. Vous-même, vous êtes blessé, vous étiez alors enceinte, vous êtes gravement blessé lors de cette attaque. Et grâce à la pression internationale, vous avez pu partir en Angleterre au mois de novembre et vous avez fini par vous installer à Paris. Alors cette année, les éditions Verdier ont rassemblé 2 de vos textes, Un jour d'octobre à Santiago, qui avait paru chez Stock en 1980, et Ligne de fuite, qui avait paru en 88 chez Bernard Barrault, avec une préface pour cette édition donc de Joseph Andras. Le premier récit raconte vos années de combat, de clandestinité, la vie que cela a constitué pour vous, car c'était votre vie avec votre compagnon et vos filles. Vous racontez ce 5 octobre dont on va reparler à partir de votre témoignage, mais d'autres témoignages également. Et le second récit, c'est le récit de votre retour au Chili, 13 ans après votre départ. Et bien sûr, c'est une expérience assez incommensurable que vous nous racontez dans ce deuxième texte. Marion Guénard, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et vous étiez une toute jeune journaliste quand vous avez couvert la révolution égyptienne qui a éclaté en 2011. Vous avez produit de nombreux reportages, des documentaires web pour plusieurs médias francophones. Vous avez donc vécu en Égypte plusieurs années et vous en êtes partie en 2014 au moment du retour des militaires au pouvoir. Et vous avez publié cette année aux éditions de l'Aube votre premier roman. Au printemps, on coupe les ailes des oiseaux. Vous dessinez dans ce roman 2 trajectoires féminines. D'abord, Kautar, dans la famille et partisane des frères musulmans, qui a 20 ans quand la révolution éclate et qui va s'y investir corps et âme, transgressant les interdits paternels. Le dictateur tombe, les premières élections libres mettent les frères musulmans au pouvoir. S'en suivra un coup d'État militaire, on va en reparler, une deuxième révolution avortée, puisque les révolutionnaires vont s'entre-déchirer. Et en fait, nous la rencontrons, Kautar, 10 ans après la révolution. Elle est accablée par cette révolution brisée, femme d'un révolutionnaire amer, Ashraf, un personnage dont on va reparler aussi. Et tous les deux sont parents d'un garçon né de la révolution, on peut le dire, place Tahrir, qui s'appelle Mohamed. Et puis nous avons la deuxième trajectoire, Myriam, d'origine égyptienne, qui a une vie très confortable à Paris, qui n'a pas eu la possibilité de partager, enfin ses parents ne lui ont pas donné en partage leur passé en Égypte. Et Myriam, quand on la rencontre, ressent une espèce de fatigue existentielle, on va dire ça comme ça. La révolution, 10 ans auparavant, l'avait un peu réveillée, elle avait eu envie d'aller au Caire, elle n'y était pas allée. Et cette fois-ci, elle franchit le pas, elle disparaît sans prévenir personne. Voilà pour vous donner un peu les éléments de ces 2 livres. On va passer de l'un à l'autre parce qu'il y a des motifs communs et des échos. Carmen, je voulais commencer avec vous à propos de la jeunesse de ce livre. Ce livre est une trace vraiment précieuse et bouleversante de ces années de révolution. On va reparler du 5 octobre, mais il y a aussi toute cette année, entre 73 et 74, vous nous racontez votre militantisme, mais aussi votre vie, vos dimanches en famille, vos amis, vous racontez vos jours, vous donnez le portrait de certains militants, amis aussi.
Et en fait, cette mémoire de la Révolution, elle ne se sépare pas de la mémoire de votre vie. Et c'est ce qui est très beau dans ce récit. Vous dites, c'était un devenir tous ensemble. Et vous dites aussi 10 mois de vie à la Maison Bleu Ciel de Santa Fe et tout ce qu'on peut attendre le long d'une vie, je l'ai vécu là. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce texte et le moment où vous vous êtes mis à l'écrire? Merci à ce beau festival, à vous. Et voilà, je vais essayer de revenir. C'est des vieux livres. C'est un grand cadeau qui m'a fait Joseph Andras et les éditions Verdier en republiant ces textes en un seul livre. Et je me suis retrouvée moi-même au Chili récemment, en revoyant les épreuves, à me dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là de l'écriture? Alors je dirais que ce qui s'est passé, d'une certaine manière, il y a, avec le livre de Marion, cette chose qui est la mémoire. Quelle mémoire on construit? Qu'est-ce qu'on raconte? J'avais été sauvée, expulsée du pays, arrivée en exil, et je me disais, le gros problème, c'est qu'on pense qu'on est des héros. Et nous, on n'a rien d'héroïque. On est des hommes et des femmes normales, jeunes, mais pas seulement. On mène une vie très intense. Je pense que la joie, le mot joie, ne contient jamais une expérience solitaire. Je pense que le mot joie, c'est une action collective avec d'autres. Et cette joie, cette société entière en état amoureux, pendant des années, les 1000 jours d'Allende, nous l'avons vécu. Arrive ce coup d'État qui vient écraser une démocratie de justice, d'égalité, avec ce programme de justice sociale et de dignité d'un pays qui menait Salvador Allende, pour écraser justement ça, écraser ce souvenir. Nous, les militants qui pouvions, nous sommes restés au Chili, clandestins, pour nous battre contre cette dictature, mais pour organiser, pour accompagner le peuple. On ne pouvait pas tous partir dans les ambassades. On était connus, nous étions des militants et militantes engagés dans le mouvement social, à visage découvert. Ce fut compliqué, le passage à la clandestinité. Et à partir de là, j'étais avec nos 2 petites filles de 4 ans et nous menions une vie normale. Il faut le comprendre. La peur était là, bien sûr, en dehors de la maison. Mais si la mort était là, si la peur était là, ce n'était pas du tout des actions de sacrifice ni de mort. La vie avait une intensité, une rigueur, une couleur, et c'est vrai jusqu'à cet âge-là que j'ai, que tout ce qu'on peut attendre le long d'une vie, je l'ai vécu là. Ça, je l'ai écrit en 79, mais je dis que je le répète, voilà. Et donc, je voulais raconter ça à mes amis français. Parce que si on nous prenait pour des héros, héroïnes, il y avait un malentendu. Et ce malentendu était grave politiquement. Donc, j'ai pensé que de raconter la vie dans ce moment, même la vie dans la maison de torture José Domingo Caña, à travers le témoignage d'une amie qui survivait, Rosalía Martínez, même parce qu'il y avait eu de la vie même là-dedans, et même là-dedans les corps en souffrance se touchaient, se communiquaient et chantaient le jour de la mort de Miguel. Bon, donc je voulais dire ça tout simplement.
Et je l'ai écrit en français parce que j'étais de culture française. Heureusement, j'étais réfugiée. Finalement, ça a été un choix d'aller d'Angleterre où j'avais été accueillie comme réfugiée politique en France. À l'époque, on pouvait choisir le pays dans lequel on était une réfugiée politique. Et voilà que des actions de solidarité dans les comités Chili, en France, il y a eu, c'est énorme, il y a eu des comités Chili partout. Ça a été les premiers engagements politiques des lycéens, des jeunes, très jeunes. Il y a eu, plus que dans tous les partis politiques, les comités Chili organisés partout en France. Donc, on avait beaucoup de choses à faire pour appeler à la solidarité réelle pour la résistance active et aussi pour sauver des vies, comme j'avais été sauvée, moi, grâce à la solidarité internationale. Mais je trouvais qu'il fallait raconter, il fallait construire un récit. Parce que sinon, les souffrances n'ont pas de sens. On reste collé à la souffrance. Les pertes avaient été trop dures, trop profondes. Et bon, donc survivre était aussi une manière de dire bon, je vais pas leur donner ma mort à eux les tortionnaires, et je vais raconter, je vais construire un récit pour vivre avec les morts, vivre avec les douleurs, ne pas tout le temps les fuir. On croit qu'on les fuit tout le temps, mais bon. Merci. Et on reparlera de cette maison justement où la résistance se poursuivait, même s'il y avait cette torture. Marion, je voulais aussi vous interroger sur votre démarche, la richesse de votre roman, sa profondeur de champ vient de cette mise en perspective par rapport à la Révolution. On est 10 ans après et ça offre une vraie richesse à votre histoire. Quand on les rencontre, tout le monde n'a pas la même perception de ce qui s'est passé à ce moment-là. Kautar a posé un couvercle là-dessus. Elle s'est beaucoup occupée de son fils. Ashraf, lui, il dépérit dans une espèce de torpeur alcoolisée. Il regarde la propagande à la télévision. Il est complètement éteint, peut-être déçu. Vous pourrez nous le raconter il a le sentiment peut-être d'avoir été un peu piégé par le jeu politique. Et puis il y a Halim, encore un troisième personnage, qui lui finit par retrouver l'énergie révolutionnaire. Ça revient chez lui, l'engagement reprend. Ces 10 ans, ce sont les vôtres aussi, entre votre vécu en Égypte et l'écriture. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix-là du décalage de 10 ans qui offre une profondeur de champ à cette histoire? Merci déjà en tout cas de m'accueillir, et puis merci au festival et merci à Carmen aussi. C'est formidable de pouvoir dialoguer autour de nos livres. En fait, le décalage de 10 ans, il est vraiment lié à ma démarche d'écriture. C'est-à-dire que ça m'a pris 10 ans, en fait, d'écrire ce livre. J'ai pas écrit pendant 10 ans, mais en fait, je vais peut-être juste parler au départ de la démarche. C'est que pour moi, la révolution du 25 janvier 2011, qu'on l'appelle révolution ou autrement, moi je l'appelle révolution, ça a vraiment été un événement incroyable dans ma vie. Ça a vraiment été un événement, je pense, un événement fondateur pour la personne que je suis aujourd'hui. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et donc ce livre, c'était un peu, je pense que ce qui l'a motivé au départ, c'était une forme de dette par rapport à tout ce que cette jeunesse égyptienne m'a apporté. Moi, j'étais journaliste à l'époque, donc j'étais témoin, et pour moi, ça a été professionnellement extraordinaire, et ça m'a aussi permis de rencontrer des gens que je pense je n'aurais jamais rencontrés si j'avais pas vécu cet événement-là. Donc ça a été d'une richesse incroyable, et ça a vraiment profondément changé mon rapport au monde.
Et donc, moi, j'ai quitté l'Égypte en 2014, après le coup d'État militaire, enfin, en tout cas, la deuxième révolution, coup d'État militaire, c'est pareil, on peut l'appeler, enfin voilà, il y a différentes terminologies employées selon les positions qu'on choisit, mais donc je suis partie en 2014 parce que j'étais effondrée, j'étais fatiguée en fait de couvrir ces événements-là, et je pense que j'étais effondrée moralement, et j'avais envie de tourner cette page-là de l'Égypte en fait. C'était pas mon pays, c'était pas mon histoire, etc. Sauf qu'en fait, après quelques mois, j'ai été rattrapée par ça, et je me suis rendu compte que je pouvais pas solder tout ce que j'avais vécu comme ça aussi facilement. Et donc, j'ai eu cette espèce de motivation d'écriture qui est arrivée à ce moment-là. Et après, la question, c'était comment on l'écrit, en fait, et pourquoi. Alors, il y avait cette idée de dette et cette idée aussi de devoir de mémoire, en fait, qui s'est exprimée comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait le besoin d'écrire pour garder une trace pour la mémoire collective, en fait, de ce qui s'était passé, parce que le régime militaire réécrivait l'histoire au sein de l'Égypte. Ils se sont empressés de rénover la place Tahrir, d'effacer les graffitis, Enfin voilà, évidemment, il y a eu la propagande des journaux d'État. Et puis il y avait aussi par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que je voyais bien déjà que 5 ans après, on avait oublié déjà ce qui s'était passé. Les printemps arabes étaient déjà loin derrière nous. Et puis il y avait la mémoire par rapport à mon histoire personnelle, qui était que, en fait, je voyais bien que je perdais une forme de continuité par rapport à ce que j'avais vécu, cette expérience fondatrice, et que je perdais un peu de moi-même aussi en laissant cette histoire s'échapper. Et voilà. Et donc je me suis lancée dans l'écriture à partir de là. Au départ, j'avais pas du tout fait le choix d'un roman. Au début, je pensais écrire comme ce que je savais faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'écrire un livre de journaliste, ça n'allait pas. Pour plein de raisons, ça n'allait pas parce que, en fait, moi, j'avais pas fait non plus des choses extraordinaires en tant que journaliste. J'avais juste couvert un événement extraordinaire. Donc, raconter ce que j'avais fait, c'était pas très juste, et puis en plus les événements s'accumulaient, enfin ça commençait à dater un peu, et en fait pour arriver à trouver ce que je voulais faire, je suis un peu passée par la voie d'une pièce de théâtre où j'ai mis dans chaque personnage en fait une position, un regard par rapport à la Révolution. Et ça m'a beaucoup plu, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, et surtout j'ai trouvé que c'était très juste parce que avec la polyphonie des voix, ça permettait de dire énormément de choses sans forcément avoir à dire une conclusion, quoi, sans avoir à dire c'est comme ci, c'est comme ça. Ça diluait en fait l'exigence de vérité, quoi. Enfin, en tout cas, il y avait 1000 vérités. Et du coup, je suis partie dans un roman, et à partir de personnages qui m'ont inspiré, donc des personnages qui existent réellement, des révolutionnaires que j'ai suivis. Voilà. Alors vous avez fait une pierre deux coups avec votre réponse, puisque je voulais aussi vous interroger sur le choix du roman. Avant qu'on retourne à vos personnages, je voulais interroger aussi Carmen sur les choix qu'elle a fait dans ce livre. Dans ce premier récit, vous dites je. Un jeu qui s'adresse à un tu, à Miguel, et régulièrement ensuite, pour parler de vous, vous dites aussi la catita, et la troisième personne est utilisée pour Miguel également. Donc il y a ce changement de perspective comme ça, parfois d'une phrase à l'autre. Est-ce que il fallait bien se reculer un petit peu pour réécrire cette histoire, ou est-ce que vous sentiez que vous quittiez un peu ce vous-même d'alors et ce vous qui écrivez. Comment ce choix-là s'est décidé ? Je touchais en jeu une histoire collective. Dans les années 60-70, pour les militants révolutionnaires, ça ne se faisait pas. Je n'étais pas trop consciente du bouleversement que ça pouvait entraîner, la subjectivité. J'avais rencontré le mouvement féministe de gauche très engagé en France. Beaucoup de lectures, beaucoup de
de réflexion sur le temps, la mort, le devenir, des philosophes comme Deleuze, des Félix Guattari, qui m'ont aidé autant que des psychanalyses. Donc il y avait une nécessité de ce jeu. Mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était pas bien, quoi. C'était pas bien de parler en jeu d'une histoire collective. Et pour moi, ce jeu était né parce que elle, la femme libre, amoureuse, d'avant la mort, ben, elle était morte. Elle était morte avec lui ce 5 octobre, parce qu'il est mort, l'homme que j'aimais, mais aussi est mort tout. C'est l'histoire d'un pays qui est coupé, c'est mes amis, c'est le déchirement d'une famille, c'est cette femme libre, voilà, qui menait une vie pleine, qui n'avait rien à voir avec le bonheur, parce que c'est le bonheur qu'on nous a inventé là, avec le néolibéralisme, ça n'a rien à voir avec ce que nous on vivait. La vie est beaucoup plus intéressante que le bonheur, mais c'était de la vie, de la vraie vie active et intense. Donc cette femme, il fallait elle est morte, et j'ai vécu ça. Elle n'était plus... la survivante était une usurpatrice, et je le dis dans le livre. C'est pour tuer l'usurpatrice en jeu, dans un jeu qui fait quoi? Qui essaye de donner forme à une mémoire. Et la légitimité que j'avais, c'est que je disais je, parce que sinon je faisais un livre d'histoire. Et j'étais historienne, je voyais bien la différence. Non, là c'était un récit au plus près des émotions, et en forçant le trait de dire ici que j'avais fait, puisque le nous apparaît beaucoup dans le livre, mais je devais dire j'ai fait ça par amour. Et j'ai bien fait, je regrette rien. C'est-à-dire, ce jeu était un jeu qui se levait contre une nostalgie mortifère, mais qui en même temps portait à raconter que voilà, que c'était de la vie. Donc la forme littéraire, je me suis pas rendu compte tout de suite, et en discutant avec les Betty Mialet à l'époque, et puis ensuite avec Michel Colette et Joseph Andras, oui, je m'aperçois que ce jeu, ce elle sont mélangés dans une même phrase, un même paragraphe, et que c'est comme ça la survie, ou la vie de tout le monde. Tout le monde a plusieurs vies, et si à un certain âge, on regarde et on a des multiples Carmen, bon. Mais politiquement, l'important à ce moment-là, c'était de savoir que la Catita était morte, que Jimena devait partir. Jimena était mon prénom dans la clandestinité, et que devait naître une autre femme. Et cette femme-là, elle devait écrire. Voilà, bon, d'abord. Il y a un lieu que l'on trouve dans chacun de vos livres, c'est la prison, ou le lieu de torture. Marion, Carmen parlait de famille déchirée. Il y en a une dans votre livre. C'est le début du livre. Kautar va dans une prison pour visiter enfin son frère, qui a été emprisonné depuis peut-être 7 ou 8 ans, comme leur père des décennies auparavant.
Et Kautar sent, en rendant visite à son frère, qu'elle quitte le monde des vivants. C'est vraiment un endroit de solitude pure. Cette famille, elle est très intéressante dans votre roman, à la fois parce qu'il y a le père qui a été emprisonné, ensuite le fils élu député suite à la Révolution, qui ensuite a été lui-même emprisonné, Kautar qui a transgressé ce côté partisan de sa famille, qui s'en est détaché, mais quelque chose l'a rattrapée, elle aussi, dans le regard des autres. Est-ce que vous pouvez reparler de cette famille, et est-ce que ça vient de vos reportages? Est-ce que vous avez aussi enquêté d'une certaine façon sur ces familles qui pouvaient se déchirer politiquement pendant la Révolution? En fait, je crois que c'est quelque chose qu'on a... Enfin, moi, je n'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là au début, peut-être parce que j'étais trop jeune et que du coup, je ne me posais pas ces questions-là. Mais on a très vite vu qu'en fait, cette question de la Révolution et de l'adhésion à la Révolution, c'était quelque chose de générationnel. Et pour revenir à Kautar, en fait, alors moi, je me suis pour ce personnage-là, je me suis inspirée en fait de beaucoup de jeunes révolutionnaires qui ont aussi eu l'opportunité de se rencontrer lors des manifestations, et en particulier sur les places d'occupation qui se sont installées dans le pays jusqu'à ce que Moubarak soit contraint à partir. Et donc, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour qui se sont nouées sous les tentes, en fait, de Tahrir. Et ça, c'est vraiment... je me suis vraiment inspirée d'histoires réelles et du coup, des jeunes gens qui n'étaient pas appelés à se rencontrer. Et ça faisait vraiment partie de la beauté de l'événement aussi. C'est-à-dire que la Révolution permettait à plein de gens de tout d'un coup se mettre ensemble pour un intérêt commun, mais elle permettait aussi à une jeunesse de se rencontrer. Et c'était très beau. Et après, la question de la génération, oui, ça c'était... Il y a beaucoup de jeunes révolutionnaires qui nous ont raconté, parce que je faisais partie d'un groupe de journalistes et on fréquentait beaucoup de jeunes de la Révolution, qui nous racontaient à quel point, oui, en fait... aller sur la place et prendre des pavés pour les jeter contre la police, c'était difficile et il fallait être très courageux, mais c'était encore plus difficile d'affronter ses parents et de leur expliquer que en fait que le combat, la vraie vie était en train de se dérouler là, dans la rue, et que les conseils de prudence, comment dire, les appels au on a déjà essayé mais ça n'a pas fonctionné, la résignation, voilà, ne les a pas retenus et fonctionnait pas du tout. Donc ça, c'était un discours qui revenait tout le temps. Carmen, pour parler aussi de ce lieu-là, de la prison, vous racontez longuement ce passage des militants dans cette maison José Domingo Cañas, qui était tenue par la police politique du régime, la DINA. Donc c'était un lieu de torture, et vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, la résistance se passe aussi dans ce lieu-là. Les révolutionnaires donnent à voir vraiment des liens très très forts qui impressionnent leurs geôliers, qui impressionnent aussi les autres prisonniers. Ils ne cèdent pas, ils s'encouragent, ils se parlent seulement avec les yeux. Et je voulais lire peut-être juste un court passage pour vous donner une... Je pourrais lire toutes les pages parce que vraiment, c'est des pages vraiment très bouleversantes. J'en ai choisi un. C'est quand... Attendez, hop. Le major donc fait venir deux prisonnières, Amelia et Carolina, dans son bureau. Il leur ordonne de ranger et de classer les papiers trouvés à la maison, donc dans une de leurs maisons, de leur cache. Et je cite le passage. Le major ressort du bureau en y laissant 3 gardes qui bavardent. Amelia a un morceau de pain au fond d'une poche. Elle commence à faire des sandwichs avec certains papiers et avec la langue les enfouit dans sa bouche. Elle les avale. Elle fait durer le pain pour faire d'autres sandwichs. Amelia a envie de vomir, elle a des nausées difficilement maîtrisables. Elle craint de rejeter des morceaux d'information.
Elle retient son souffle. Carolina l'embrasse, effleure un baiser. « Ami, je ne regrette rien. Je suis si contente d'avoir vécu avec vous. » Une larme glisse du bandeau d'Amélia. Carolina lui dit à mi-voix avec l'humour fin de toujours « Il est bon quand même, ce sandwich. » Et vous racontez ce que vous appelez les petites victoires aussi, quand l'une d'entre elles explique qu'elle a une maladie vénérienne, et alors du coup c'est la possibilité d'aller aux toilettes tous les 4 heures et même de sortir enfin de cette pièce où elles sont enfermées. C'est la seule fois où elles seront dehors. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces liens-là si forts et sur ce passage qui prend quand même beaucoup de place dans cette maison où on les torture et où ils restent envers et contre tout vivants? J'ai pu écrire ce chapitre, le livre en 3 parties, 3 lieux. La maison bleue de la rue Santa Fe, la maison José Domingo Cañas et la rue Claude Bernard à Paris. Donc, ce chapitre est vraiment saisi, volé des écrits à chaud de Amélia, notre amie qui survit dans le réseau qui mène à la mort, le réseau le plus proche de nous. La plupart sont des femmes et des hommes disparus, parce que la logique de la machine de mort, c'est la torture. Donc on torture scientifiquement de 9h du matin à 5h, sauf s'il y a une prise d'urgence où il faut vraiment faire parler la personne, mais sinon c'est régulé comme une horloge. Et après, ces hommes et des femmes tortionnaires rentrent chez eux, ont des enfants, enfin bon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de relever ça, non, de relever cette espèce et de relever à partir du témoignage de Rosalia et Amélia, de relever la vie encore et encore. Donc la vie encore et encore, malgré que toute la machine décidée par la classe politique dominante, les Américains et les militaires, étaient d'écraser cette expérience. Et donc, comment on fait? On tue d'abord partout, dans les populations, etc. C'est une répression massive. Et après, on commence à appliquer la logique de la disparition et de la torture systématique dans des maisons qui ne sont pas des prisons reconnues, qui sont des maisons volées, occupées, où on tient un huis clos duquel on ne peut pas parler. Moi, je n'ai pas été arrêtée, détenue dans ces maisons. Je ne pouvais pas donc parler, puisque moi, j'ai été arrêtée, etc. Mais comme, etc., j'étais très blessée. J'étais dans l'hôpital militaire et après, j'ai été expulsée. Donc, je n'ai pas connu ça. Et quand j'ai lu ces pages, quand j'ai entendu les témoignages, ce qui m'a moi-même rendue si forte, c'est que, voilà, tout ce que vous dites, ces petits gestes, ces corps qui se caressent parfois, qui se donnent de l'élan, et malgré, parce que, voilà, malgré l'horreur, bon, la barbarie, la brutalité, bon, et malgré. Et voilà que à l'annonce de la mort de Miguel, les militaires, bien sûr, se réjouissent et sort un chant. Et ce chant que j'entends en lisant ces pages m'a emporté. J'ai lu ces pages en 77. J'oublierai jamais, le 1er mai 77, elle m'a passé ces pages. Et comme une lettre, non? Bon, une lettre à l'organisation. Et donc j'ai volé effectivement ces mots.
et pour rendre, voilà, pour raconter encore une fois ici à vous qui étaient ces hommes et ces femmes. Oui. Après, j'ai fait La Flaca Alejandra, le film en 93, sur une des personnes dont je parle dans ce chapitre, qui est une femme qui a été brisée sous la torture, qui a collaboré, etc. Et c'est donc en 93, au retour de la transition démocratique. Donc l'obsession pour le mal, je l'ai eue très très longtemps. Marion, Carmen parle d'une logique de disparition, c'est présent aussi dans ce que fait subir le régime à vos personnages dans le roman. Quand Kautar, elle aussi, retrouve un peu d'énergie révolutionnaire, non seulement elle transmet son témoignage, ce qu'elle a vécu à son fils, parce que son fils n'est pas au courant que ses parents ont été deux grands révolutionnaires en 2011, mais elle va au-delà de ça, et là on passe aussi de l'intime au collectif. Elle décide de contacter, puisque Ashraf a disparu, il faut le dire aussi, de contacter d'autres personnes qui ont un disparu, dont quelqu'un de la famille a aussi disparu. Et la résistance, pour elle, cette nouvelle résistance se noue à cet endroit-là. Est-ce que vous voulez bien reparler aussi de cette logique de disparition que le régime a mis en place, puisque c'est aussi un peu la fin de votre roman, cette histoire-là? Oui, je crois que c'est au cœur du livre aussi. C'était aussi une des motivations de l'écriture de ce livre. C'était pour lutter contre ça, parce que finalement, ce que je pouvais constater au moment où j'ai commencé à écrire, c'était que cette jeunesse révolutionnaire, ces jeunes militants qui avaient été les héros d'un pays pendant quelques mois, étaient maintenant considérés comme des ennemis intérieurs, et donc étaient soit condamnés à la prison, soit condamnés à l'exil. Certains aussi morts ou blessés pendant les affrontements, mais aussi la grande majorité condamnés à continuer à vivre dans un endroit où tous les forçait à faire semblant, à faire comme si tout ça n'avait pas existé. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à concevoir, en fait. Comment on peut continuer à rester debout en ayant vécu un événement d'une ampleur pareille, et avec tout autour de vous, que ça aille de quelque chose d'assez abstrait, donc la politique d'un régime, à vos voisins qui, en fait, ne veulent pas que vous existiez. Donc c'était quelque chose qui m'a vraiment questionnée. Et je crois que c'est le fil rouge de tout le roman, c'est-à-dire que ça commence avec, vous l'avez dit, la prison. Kawsar qui va visiter son frère en prison, c'est une première marque d'effacement. En tout cas, il est effacé de la vie publique, parce que c'était un député qui a été arrêté au lendemain du coup d'État, alors voilà, sans passer sans avoir droit à avoir un avocat, de façon complètement arbitraire. Et donc, après, dans le roman, cet effacement prend d'autres formes, jusqu'à l'effacement, la disparition de son mari. En fait, donc, Kawsar et Ashraf sont un couple de révolutionnaires qui se sont... qui ont vécu, le coup d'État de façon extrêmement violente dans leur intimité, parce qu'ils se sont déchirés. C'est-à-dire que Kawsar a été amené à soutenir une partie, mais en tout cas à dénoncer cette deuxième révolution qui n'en était pas une, qui s'est avérée ne pas en être une, alors que Ashraf, lui, était convaincu que qu'il fallait continuer, que c'était la bonne voie à suivre, et que cette deuxième révolution allait enfin déboucher sur le changement qu'ils attendaient. Et du coup, ils se déchirent à l'intérieur de leur propre, de leur couple, de leur famille, et le silence s'installe comme ça pendant plusieurs années.
et leur fils qui était l'enfant de la Révolution et qu'ils espéraient, à qui ils espéraient transmettre ce flambeau-là, le flambeau de la résistance et de la vraie vie en fait, et non pas du bonheur conventionnel. En fait, il s'avère qu'ils ne lui ont rien dit puisqu'ils étaient dans l'incapacité de lui parler. Donc il y a ça aussi, il y a vraiment l'effacement de la parole. Et Ashraf, en fait, un jour disparaît. On n'en est jamais sûr parce que le roman le dit pas, mais il est assez évident qu'il a été attrapé par les forces de sécurité égyptiennes. Et c'est intéressant que vous en parlez d'ailleurs de ce personnage parce que personne m'en parle jamais. Alors que je trouve que c'est un personnage très beau en fait. Enfin, très beau. Il y a quelque chose dans cette chute qui est très fort et qui est à questionner. C'est vrai que c'est presque un peu injuste pour lui de disparaître comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, et juste pour finir sur cette histoire d'effacement, la fin du roman, le moment où Kawsar, justement, a cette espèce d'épiphanie à travers son fils, d'ailleurs, en voyant son fils naturellement prendre les voies de la rébellion, elle a une espèce d'épiphanie et se dit qu'en fait, elle ne peut pas ne pas continuer, qu'elle est obligée de continuer, sinon sa vie est une vie de fantôme, en fait. Et là, j'ai été très inspirée par l'histoire des Folles de mai en Argentine, qui, pour lutter contre les disparitions, tournent autour des places. Et d'ailleurs, c'est la fin de mon roman. C'est cette image-là, en fait, de Kawsar qui tourne sur la place Tahrir, malgré les blindés qui arrivent, malgré les gaz lacrymogènes, malgré la télévision d'État qui est là en train d'animer quelques pantins pour faire croire que voilà, c'est l'anniversaire, la fête de la police et que c'est super et que tout le monde est content. Et voilà, et j'ai été vraiment directement inspirée par cette histoire-là. Dans vos deux livres, à toutes les deux, bien sûr, il y a des dates parce que c'est l'histoire que l'on rencontre dans ces deux ouvrages. Carmen Castillo, vous nous racontez ce 5 octobre 1974. Et puis plus loin dans le récit, alors que vous avez quitté le Chili, vous enquêtez sur ce 5 octobre 1974, vous voulez d'autres témoignages, d'autres regards. Il y a cette lettre d'Amélia qu'elle vous lit une nuit à Paris, la nuit du mardi 8 mai 1979. Et à propos de cette date, vous dites « J'échappe au but de ce récit, reconstituer le parcours qui conduisit l'ennemi jusqu'à la maison de Santa Fe. Je me dois de refaire à mes risques et périls l'interminable et si court enchaînement qui mena au samedi 5 octobre. » Est-ce que vous pouvez revenir sur cette volonté très forte de reconstituer ce cheminement-là et quels sont les risques et les périls dont vous parlez? Ça a pris 40 ans, je ne sais plus. On vient de... La semaine dernière, la sentence a été enfin donnée sur le crime, la mort de Miguel Enríquez au combat. Donc, l'obsession, elle a subi le temps. Quand j'écris, entre 78 et 79, 2 années où je suis accueillie en France, je note dans des carnets comme des flous de mémoire. Le risque le pire, c'est que les souvenirs joyeux, les souvenirs de cette vie pleine tuent. Parce qu'à un moment donné, on est là. Tous sont morts. Donc c'est pas facile de traverser. Cette traversée est très difficile. Les risques et périls, c'est de ne pas rentrer dans le silence. C'est-à-dire que beaucoup de survivants, on le connaît, se taisent. Et ce silence, c'est un silence que je comprends. Et y aller, c'était d'abord ça. C'était d'abord d'être noyé par ces torrents de souvenirs qui ne vieillissent jamais, c'est les mêmes. Les souvenirs ne vieillissent pas, ils surgissent. Donc quelque chose les faisait ressurgir. Et voilà. Sur l'enquête, disons,
précise de ce qui mena la Gestapo, la DINA chilienne, donc la DINA, la Gestapo chilienne, jusqu'à la maison. Et je voulais... Le péril était contenu dans le fait que, eh oui, une vie en résistance clandestine, avec des enfants, et enceinte, et il n'y a eu aucune délation dans le quartier. Mais j'étais repérable. Et à un moment donné, on le savait, qu'il fallait... ces 10 mois de vie, il fallait changer. Est-ce que j'allais accoucher ou pas au Chili? Est-ce que tout était préparé pour? D'autres l'ont fait, d'autres femmes militantes l'ont fait. On tombe enceinte, comme disent les résistantes françaises en résistance contre l'occupation en France. On a beaucoup parlé de ça avec Lucie Aubrac. Oui, on tombe enceinte, c'est la vie. Bon. Mais après, il y a les indices qu'on laisse. Donc, on savait qu'on devait aller vers un autre moment. Et là, s'est nouée une tragédie que j'essaye de raconter dans ce chapitre, qui est l'agencement de plusieurs situations, personnes, qui mènent à ce hasard tragique qu'ils arrivent dans la maison au moment où on est en train de partir. Voilà. Donc, obstination qui ne s'est pas arrêtée dans l'écriture du livre, puisque j'en ai travaillé des années. Le procès a été initié par les familles, les collectifs des familles, des veuves, des sœurs, qu'en suivant l'exemple des folles de la place de Mai au Chili, c'est pareil. Elles ont tenu contre tout la recherche des disparus, des causes des morts, et ensuite où sont les corps. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. Et en Argentine, on a fait un travail un peu plus soutenu et plus fort qu'au Chili, où la transition démocratique a voulu tourner la page. Donc voilà, amnésie obligée, pas de transmission, on ne raconte pas. Ça a pris beaucoup de temps pour avoir une statue d'Allende, beaucoup de temps. Pas d'avenue Salvador Allende, quand en France, il y en a beaucoup. Dans toutes les municipalités communistes, il y a des avenues Salvador Allende, des lieux culturels, etc. Ben, là-bas, ça... Par contre, je voulais finir avec ça, c'est que dans ces détours de la mémoire, on peut aussi vivre, et c'est ce que j'ai trouvé dans le livre de Marion, si bien dit, le soulèvement. Donc, que à l'échelle de ma vie, je puisse avoir vécu le soulèvement chilien d'octobre 2019, où les morts ont été peints partout dans les murs, où l'esprit et la mémoire des vaincus étaient dans la tête de cette jeunesse de 15 ans et 18 ans, et l'appel à la mémoire et tout le combat qu'il y a eu là, qui a duré des mois et qui a amené très probablement au changement de constitution, fait que ce que je ressentais au début, dans la défaite la plus féroce, en 78, 79, 80, eh ben, voilà, rien n'est fatal. Je savais que rien n'était fatal. Je voulais garder le possible, malgré tout ça. Donc, je me suis un peu déviée, mais je voulais peut-être parler de ces éternels travail de recherche. Hein, c'est de qu'est-ce qui s'est passé le samedi 5 octobre. Même, on a créé des archives dans la justice, puisqu'il n'y a pas de preuves, pas de traces, pas de photos, rien. J'ai dû les exiger
lors de ces 10 années de procès, pour qu'au moins qui a lancé la grenade, le combat reconnu, et malgré qu'il y a eu de la résistance armée dans cette maison, la justice a déclaré qu'il y avait eu crime, parce que la dictature, la machine à tuer était venue à la maison pour nous tuer. Et Miguel a résisté les armes à la main. Nous avons résisté les armes à la main pour vivre. Ça, c'est unique. C'est un élément qui vient d'arriver au Chili qui est extraordinaire. Parce que je ne voulais pas qu'on soit considérés comme des victimes. On n'était pas des victimes. On était des militants, on savait ce qu'on faisait, on était grands, conscients, et même si on était jeunes. Mais, et lui, moi blessé, il a résisté pendant plus d'1 heure et demie. Donc, on ne pouvait pas lui enlever le combat. Je voulais qu'il y ait que l'histoire puisse un jour se faire avec quelques archives reconstituées, cherchées pour faire face, parce que comme en Égypte, la dispute, la bataille pour la mémoire est capitale. Là-bas, il règne, il efface tout. Au Chili, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont essayé pendant... même la démocratie a continué dans la même ligne. Et maintenant, tac, il y a... Où se garde la mémoire? Donc, je pense que c'est chez les femmes. Je pense que c'est vraiment le récit aux enfants. Quand on arrive à les faire, parce que c'est pas... Voilà, il faut courir le risque de parler, quoi. Merci beaucoup. Pour évoquer aussi le retour des soulèvements en Égypte aussi, il y a une date qui... et puis la mémoire des révolutions, il y a une date qui revient aussi dans votre roman, Marion, c'est la date du 25 janvier. Il y a le 25 janvier 1952, le 25 janvier 2011 et le 25 janvier 2014. Vous évoquez ce 25 janvier, je vous cite, qui n'a pas d'âge, qui explose les frises chronologiques et les calendriers. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette date qui est si épaisse dans l'histoire que vous racontez dans ce roman? Oui. Je crois que cette date, moi j'ai déjà dit que voilà, il y avait eu cet avant-après dans ma vie, mais j'ai un ami égyptien proche, et lui me disait souvent qu'en fait pour lui le 25 janvier ça avait été le jour de sa naissance. Fin de sa 2e naissance, c'est-à-dire qu'il y a la naissance biologique, 25 ans plus tôt, mais que la naissance existentielle, c'était ce jour-là. Et donc, du coup, ça me semblait très important, et c'est un discours que j'ai entendu plusieurs fois, et ça me semblait très important que ce soit donc une date qui revienne régulièrement dans le livre et autour de laquelle s'articule l'intrigue. Et vous l'avez dit, en fait, en plus, c'est une date intéressante, parce que c'est une date qui a été réutilisée par les différents régimes. Effectivement, le 25 janvier 1952, ça a été un événement de résistance face à l'occupation, enfin, c'était pas vraiment une occupation, mais face aux Britanniques, dans un commissariat d'Ismaïlia, où plusieurs forces égyptiennes, des syndicats, des frères musulmans, des policiers, tous ensemble se sont mis à résister contre l'occupant britannique. Et voilà. Et donc, au fil des années, cette histoire, c'est un petit peu... le sens de l'histoire s'est étiolé, et elle a été récupérée par le régime de Moubarak, qui en a fait la fête de la police, en ne gardant que de cette journée de 52 l'héroïsme des policiers. Et donc tous les ans, le 25 janvier, on fêtait la fête de la police. Et les jeunes manifestants de la place Tahrir, enfin avant la place Tahrir, avaient choisi cette date exprès, qui était un jour férié, si je me souviens bien, exprès pour justement dénoncer au départ les slogans qui ont lancé les premières manifestations, c'était vraiment dénoncer la torture dans les commissariats.
demander du pain, de la justice sociale, mais vraiment dénoncer aussi l'arbitraire dans les commissariats. Donc c'était très bien vu et très fort en fait d'emblée comme message. Donc voilà, c'est vrai que cette date, elle est et c'est vrai que c'est intéressant en fait de jouer avec les sens, enfin le sens qu'on peut donner à une journée particulière. Après, je crois que je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Donc je voulais juste poser une dernière question à Carmen Castillo, et puis parce qu'on est un peu tenu par le temps, donc il y a ensuite un temps de signature où vous pourrez poser vos questions à vous, mais je voulais quand même qu'on évoque le deuxième texte, Ligne de fuite, Carmen, où vous évoquez votre retour au Chili 13 ans après votre départ. Et déjà dans le tumulte des premières années d'exil, vous avez vu des camarades retourner au Chili. Vous parlez notamment d'Andrés, parce que la lutte continue et eux, ils veulent retourner et continuer à lutter depuis là-bas. Le retour vous était interdit, il faut quand même le rappeler. Vous n'aviez pas le droit, vous avez quitté le Chili en étant menacé de mort si vous reveniez. Et vous écrivez... parce que vous décidez de partir, vous avez le droit à 15 jours, donc c'est un retour un peu brutal, il faut se décider très vite. Et vous écrivez « Je pars, les vraies motivations, personne n'en parle, elles sont obscures, peut-être sacrilèges ». Et cette expérience du retour, il faut vraiment lire ce texte, parce que c'est tous les sentiments qui vous traversent, la complexité de ce qui se passe, parce que l'histoire ne s'arrête pas. Et au Chili, quand vous y êtes, il se passe encore des choses. Des jeunes gens sont assassinés par la police, qui a un autre nom, la CNI. Il y a ce que vous essayez de retrouver, votre famille, votre père qui finalement vous appelle aussi. C'est pour ça que vous y allez. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de ce retour extraordinaire dans le sens le plus premier du terme? Oui, c'est un tremblement de terre, ce retour. Et comme on ne se relie pas, je l'ai, comme je vous disais au début, un peu parcouru là. Et je me dis effectivement que j'ai été très... autant un jour d'octobre à Santiago, et j'en ai pris le temps. Et à partir des carnets comme des jets de ce souvenir qui emportent tout, qui peuvent abattre. Autant Ligne de fuite, c'est un cri, quoi. Je l'ai écrit comme ça en 3 mois, parce que c'était pas possible que 13 ans de vie disparaissent comme ça à l'appel de ma mère. Voilà, tu as l'autorisation de retour, 15 jours. Et le rejet de ce pays et ce que ma mère me forçait à voir, la rencontre donc avec la résistance ouverte, la peur, les souvenirs entravés cette fois-ci. Rien n'était à sa place. Tout avait changé de place. Tout était... Ouais, ça, ça a pris beaucoup de temps pour que... Je crois que l'exil, c'est pas un problème, c'est un dilemme qui n'a pas de solution. Et plus on vit, plus l'exil grandit en nous, plus c'est l'exil. On croit que c'est fini. Je pensais que c'était fini. J'étais bien en France. J'étais très très bien. Et tout d'un coup, voilà quoi. On est embarqué dans ce retour, et par la suite, au moment de la fin de l'exil, au sens strict du dictionnaire, au moment où j'ai le droit de choisir de retourner ou pas, je choisis de rester en France, parce que ce pays, et ça je pense je le raconte dans le film Rue Santa Fe, ce pays m'était devenu agressif, violent. Je détestais comment le système néolibéral imposé par le massacre, par le coup d'État, par tous ces morts, par tous ces effacements des mémoires, par cette brutalité,
régnait comme si de rien n'était. Et ce Chili, de 90, 92, il y avait l'argent, tout était de l'argent, tous les conquêtes sociales avaient disparu, l'individualisme, enfin tout ce que vous connaissez, puisqu'on le vit planétairement. Et voilà, mais là-bas, c'était parfait. C'était un système parfait. Et j'ai pas pu vivre parce que, j'avais une vie affective, une vraie vie en France. Et en France, j'avais aussi un métier, des complices, des amitiés, 2 enfants, la vie. Je voulais pas leur donner ma mort. Et là-bas, le problème, c'est qu'il y avait le ressentiment. Parce que ça aussi, je l'ai beaucoup travaillé. La vengeance, la haine, le ressentiment, on fait quoi avec? Dans la survie. Bon. Et donc, voilà. Le retour, il y a des allers-retours. Mais il n'y a plus de retour possible, quoi. Donc, on se débrouille avec. Hein. Parfois, c'est plus difficile qu'à d'autres. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette rencontre. J'aurais bien profité d'une heure de plus. Merci du fond du cœur, Carmen Castillo. Merci beaucoup, Marion Guénard. Merci. Le festival Oh les beaux jours remercie Carmen Castillo et Marion Guénard, ainsi qu'Élodie Caraki qui a animé cette rencontre et l'équipe du MUSEM qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivaines sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du festival Oh les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Lou Reed by Fred Nefché et French 79, un podcast produit par Des livres comme des idées.